sont des profs à la fac qui n'ont jamais eu d'expérience professionnelle. Ils n'ont jamais rien connu au monde professionnel, mais ils vont donner des conseils et des façons de réfléchir sur la façon de faire dans la vraie vie, dans le monde professionnel. Est-ce que les grandes écoles permettent de réussir ? Absolument pas. On crée ces opportunités, c'est surtout ça. Complètement. Il y a de la chance, mais quand même, si on n'y met pas un peu du sien, il se passera rien. Ça n'arrive pas tout cuit dans le bec. Quand on regarde les gens, on se dit putain, ils ont réussi, ils ont eu de la chance. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on se retrouve sur le podcast Hors Parcours avec Mathieu, qui nous fait l'honneur d'être là. L'idée, c'est vraiment qu'on parle un petit peu de ton parcours qui est riche et très technique de ce que j'ai pu en voir. Donc déjà, merci d'être là. Avec plaisir. C'est un petit hors-série parce que tu n'as pas fait ton parcours en alternance, mais tu as un regard, tu travailles au quotidien avec des alternants, et puis tu as une vision sur l'alternance qui a l'air plutôt intéressante. Donc on va essayer de voir ensemble quels conseils on peut donner à la génération qui arrive au final, et pourquoi toi tu conseillerais l'alternance à des jeunes. Yes. Je te propose, c'est de te présenter rapidement. En tout cas, comment toi tu te présenterais à un ami? Très bien. Déjà, je suis super content d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation parce que c'est agréable d'avoir ce type de conversation. Donc j'aime beaucoup. Donc, je m'appelle Mathieu Noël. J'ai passé les caps des 35 ans et je dirais que... Ça fait quelque chose de passer les caps de 35 ans ou... Je pensais. Et finalement, il y a eu des... Alors, assez étonnamment, je vais te parler du cas des 30 ans. Qui s'est pas passé. J'ai pas eu une claque à 30 ans. Par contre, j'ai eu une claque à 25 en me disant putain, demain, j'ai 30 ans, quoi. Et en fait, j'ai eu la chance, en tout cas professionnellement, d'avoir 5 années entre donc, les 25 et les 30 très mouvementées, autant positif qu'en négatif, mais ça m'a permis de me rendre compte qu'en 5 ans, il peut se passer énormément de choses. 10 ans après, j'ai 35 ans, donc j'ai eu 35 ans il y a un mois et demi, et je me fais la même réflexion de demain, j'ai 40 ans. Et là, je me suis rappelé, je me suis dit, en fait, il y a encore plein d'années où il peut se passer plein de choses. Donc, je suis assez confiant pour l'avenir. Au final, comme on dit, tant qu'on n'a pas mis le pied dans la tombe pour parler Exactement. on a encore plein de choses à apprendre et au final... Exactement. Et puis, là où je pensais que, tu vois, un parcours classique comme j'ai pu avoir où tu fais des études et ensuite tu rentres dans le monde du travail et puis ta courbe d'apprentissage s'est arrêtée et tu vas maintenant travailler pour vivre ou survivre suivant ce que tu fais. En fait, c'est faux. L'apprentissage que j'ai pu avoir m'a donné une baseline, un socle de connaissances, mais en fait, c'est juste une boîte à outils et la vie professionnelle va me donner et me faire forger mes outils. Donc c'est assez chouette et là ce qui a pu me manquer, je pourrais dire dans mon parcours, et c'est pour ça que j'ai hâte de cette conversation qu'on va avoir tous les deux, c'est que le changement a été abrupt entre le passage de la caisse à outils à forger ses outils. Il y a eu une marche et on peut assez rapidement se prendre les pieds dans le tapis. Ce que l'alternance pour moi, de mon point de vue, pareil d'un point de vue extérieur, comme tu as dit, j'en ai pas fait, mais j'ai la chance et l'opportunité de travailler, d'interagir avec des personnes, des alternants et alternantes. C'est incroyable. Ça permet justement d'avoir cette transition douce et qui permet aussi de faire beaucoup d'erreurs ou de choix qui ne sont pas définitifs et qui permettent justement de construire son profil avant même de vraiment basculer dans la vie professionnelle, ce qui est exceptionnel. C'est un tremplin. C'est un tremplin qui permet justement de se dire on n'est pas figé dans nos choix. Là où moi je pensais que, tu vois, par exemple, j'avais fait un parcours scientifique, basculé de la prépa, ensuite pas d'école d'ingé, donc j'ai basculé à la fac, assez spécialisé en physique quantique appliquée à la microélectronique. Je me suis dit, je vais me cantonner à ça et je vais rester dans ce parcours-là. Donc scientifique, à développer des process pour la microélectronique, et ça sera comme ça. Puis finalement, tu vois, aujourd'hui, je suis responsable d'une ligne de produits, je fais des études de marché, je fais des études de la compétition, je voyage pour rencontrer des clients comme des Coréens, comme Samsung, comme Apple, pour discuter avenir, pour discuter technologie, pour discuter tout ça. Et finalement, mon parcours d'études m'a permis de construire ce profil-là, mais me permet juste de continuer à évoluer et de continuer à apprendre. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce qu'aurait pu m'apporter l'alternance via le travail, mais c'est un coup de bol. C'est un coup de bol. J'aurais pu passer beaucoup d'années à en fait atteindre mon plafond de verre et puis ne jamais changer de voie par peur du risque. Le changement, c'est mal. Si l'herbe ne sera pas forcément plus verte ailleurs, j'ai peur, quoi. Alors, belle présentation, longue présentation. Donc aujourd'hui, tu fais quoi actuellement, dans quelle entreprise tu es, c'est quoi tes missions?
Pour un peu éclaircir à tous ceux qui nous regardent. Donc aujourd'hui, je suis dans une entreprise qui s'appelle Merck. Donc Merck, c'est un groupe allemand qui est dans le monde de la pharma et de l'électronique, voire même plus précisément de la microélectronique. Et donc c'est une boîte qui compte à peu près 60 000 ou 65 000 collaborateurs, qui brasse plusieurs dizaines de milliards de chiffre d'affaires, beau chiffre d'affaires et qui génère du cash en plus. Donc c'est une entreprise européenne parce qu'elle a plusieurs entités qui fonctionnent bien. Et moi, je suis dans une division, on peut dire, qui fabrique des outils industriels appelés outils d'inspection et de métrologie. Donc ce sont en gros, pour résumer, ce sont des microscopes optiques industriels, donc qui utilisent des technologies optiques pour pouvoir faire des contrôles. Donc les contrôles, c'est contrôler une épaisseur, contrôler une dimension, contrôler une déformation d'échantillons sur ce qu'on appelle des wafers. Donc c'est des galettes de silicium où on fabrique en série des microprocesseurs, des microcontrôleurs, des capteurs, des accéléromètres, etc., qui vont être intégrés ensuite dans les téléphones, dans les télévisions, dans les voitures, n'importe où il y a besoin de la microélectronique. Okay. Donc moi, cette boîte-là, donc cette petite entité-là, fabrique donc ces microscopes optiques industriels-là. Et mon rôle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un responsable de ligne de produit. C'est-à-dire que mon but, c'est que ma ligne de produit puisse, entre aujourd'hui et dans 5 ans, générer un certain niveau de revenus par rapport à mon entreprise. Ok. Donc ça, c'est mon but ultime. Et ensuite, pour y arriver, donc je vais passer par des phases d'études de marché, des phases d'études de la compétition, études technologiques, comprendre comment on peut améliorer ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on fabrique, comment on peut récupérer de chez nos clients du savoir-faire pour s'imposer comme le leader ou le bon numéro 2. Et ensuite augmenter ce qu'on appelle notre footprint, donc notre impact et notre position chez nos clients pour pouvoir justement devenir indispensable. Okay. Voilà. Ce sont mes missions aujourd'hui. Et pour ça, grâce à ce poste-là, ça me permet d'être en orchestration ou alors en contact avec beaucoup de corps de métier. Donc ça peut être des ingénieurs qui vont développer de l'optique, de la mécanique, ça peut être des gens qui vont faire de l'innovation, ça peut être des opticiens qui vont développer des technologies optiques, ça peut être du service qui va déployer ces outils-là sur le marché et chez nos clients. Ça peut être des applications, donc des gens qui vont développer à partir de nos machines des façons de mesurer, l'intégration de nouvelles idées pour pouvoir améliorer ce qu'on fait. Et en même temps, des vendeurs, parce que finalement, on fabrique ça pour des clients, donc il faut qu'on ait cette vue-là. Et aussi, finalement, on est en contact avec nos compétiteurs aussi. Donc voilà, je suis un peu en interaction entre toutes ces équipes-là. Donc ok, intéressant, parce que d'habitude, on reçoit plutôt des gens qui sont très dans le business. Oui. Que ce soit des commerciales, des marketeurs ou autres. Là, ça va être très scientifique, un peu d'ingé et même très technique de ce que tu nous racontes. Donc, c'est cool. On va avoir pas mal de sujets à aborder. Moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est que avant de rentrer dans le vif du sujet de ton expérience, de ce que tu fais, et même ton parcours professionnel, c'est d'où tu viens, qui tu es. Raconte-nous un peu ton enfance, est-ce que ta famille, vraiment, on veut tout savoir. Ok. Moi, je suis de Toulon à la base. Donc, je suis un gars de la Côte d'Azur. Et j'ai une sœur jumelle. Quoi dire, ma mère nous a élevés tous les deux parce qu'elle avait fait le choix de ne pas continuer de sa maîtrise d'économie. Je le précise parce que je vais revenir après pourquoi, enfin t'expliquer pourquoi. Elle avait fait donc une maîtrise en économie et parlait plusieurs langues, etc. Mais elle avait fait le choix de nous élever avec ma sœur. Et mon père, donc il a une thèse, un profil très scientifique. Il a fait une thèse sur tout ce qui est interaction entre ce qui émet et ce qui reçoit donc des antennes sur des bâtiments de guerre. Donc il a fait sa thèse avec à l'époque la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement. Et ensuite il a travaillé pour la DGA, et ensuite il s'est développé en DCN, et ensuite en DCNS avec Thales, et ensuite en Naval Group. Et il a fait toute sa carrière là-bas, qui est très scientifique. Donc avec ma sœur, en fait, on a connu ces deux profils-là chez nous. Et étonnamment, ma sœur est partie en économie et moi je suis parti en scientifique. On est partis tous les deux après nos bacs respectifs, on est partis tous les deux en prépa, elle en prépa économique et moi en prépa scientifique. Assez étonnamment, on avait deux profils assez différents et on n'avait pas forcément, on a eu la chance d'être à peu près bons dans tout à l'école. Et étonnamment, on a réussi à singer nos parents, ce qui est quand même incroyable. C'est que
à la question, quand on était petit, je m'en souviens, hein, en début d'année, à chaque fois à l'école, on me demandait, ou même au collège, ou même au lycée, on me demandait qu'est-ce que je voulais faire. Et je me souviens à l'école, j'étais plus sur du pompier, gendarme, motard, ou des grandes familles de métiers. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que je voulais être ingénieur. Pourquoi ? Je savais même pas ce que ça voulait dire. Parce que mes parents avaient... Je pense qu'il y a eu une influence. Ah, mais complètement. Complètement. Alors, je sais pas l'expliquer parce que je me rappelle pas mes parents me dire, bah, il faut que tu fasses ça. Mais je me dis, ce que fait mon père, ça a l'air chouette. Alors que je ne sais pas, j'ai jamais vu travailler, j'ai jamais vu... j'ai jamais interagi avec lui. Mais étonnamment, je me suis dit, c'est vers là qu'il faut aller. Alors, ingénieur, après, c'est un grand mot. Et je me suis dit, bah, pour l'instant, j'ai pas trop d'appétence, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Tant que j'y arrive, je continue. Et je vais essayer d'être le plus généraliste possible. Alors, j'ai une question sur ça. Tu as grandi dans une famille qui avait quand même un capital culturel assez élevé. Est-ce que tu avais des facilités, donc tu as quand même un petit peu répondu tout à l'heure, mais tu as senti que tu avais des facilités dans la compréhension, dans la réflexion, ça t'a aidé dans tes études, même jusqu'au bac et après le bac, sans rentrer forcément trop dans les détails, mais... Alors j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une chance, déjà mes parents nous ont beaucoup aidés, c'est-à-dire que tout ce qui était devoir, tout ce qui a été compréhension, à peu près dans toutes les matières, ils ont toujours été présents. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont le cerveau très bien fait et du coup ça nous a permis d'assurer un socle. Je pense qu'on avait des capacités innées avec ma sœur, qui je pense ma sœur est encore, mais enfin pour moi elle est brillante. Mais au-delà de ça, j'ai eu des facilités et mes parents nous ont mis une certaine couche encore plus pour confirmer que on n'est pas juste se baser sur nos capacités internes. C'est-à-dire que par exemple le week-end, ma mère nous faisait faire une dictée. C'est bête. Et ça m'agaçait au plus haut point. On connaît pas l'impact encore, mais... Mais aujourd'hui, on interagit tous par l'écrit ou par l'oral. Eh ben, c'est bête, hein, mais quand je reçois un message ou un mail avec des fautes, ça me hérisse le poil. Alors, tu vas me dire, c'est Pavlov. Est-ce que finalement, parce que j'ai été éduqué à pas faire de fautes, est-ce que du coup, je m'agace parce qu'il y a des fautes ? Peut-être, mais en tout cas aujourd'hui, je fais une différence entre les gens qui arrivent à écrire sans faire de fautes et d'autres qui n'y arrivent pas. C'est comme ça. Mon père nous faisait toute la partie mathématique. J'ai eu beaucoup de problèmes. Enfin, non, j'ai pas eu de problèmes, mais j'étais assez feignant dans mon apprentissage et donc on a eu pas mal de fights. Mais ça m'a permis aussi d'avancer. Et jusqu'au master, j'ai pas eu besoin de travailler beaucoup pour y arriver. Okay. Ce qui est malheureusement, je pense, un problème. Mais bon. Moi, je pense que c'est un problème. Je pense que quand tu as trop l'habitude de te reposer sur tes acquis, à un moment donné, tu finis par te faire piéger. Parce qu'à un moment donné, le talent, il finit par... Tu prends une claque. C'est une courbe. Ouais. Hein. Oui. Le talent, à un moment, ça marche. Ouais. Et quand tu arrives en haut de la courbe, hop, tu stagnes. Parce qu'en fait, ton talent ne suffit plus. Oui. Tu es obligé de retravailler, travailler. Complètement d'accord. J'ai fait une prépa après le bac. Donc la prépa, ça reste mon avis, hein, mais la prépa, c'est un système archaïque, je trouve, aujourd'hui. Donc après ton bac, tu es allé en prépa, c'est ça ? C'est ça. Après le bac scientifique, j'ai fait une prépa, une MPSI, une PSI étoile. Donc c'est une prépa scientifique pour préparer au concours des grandes écoles. Pourquoi les grandes écoles ? Parce que en fait, il y a deux... pour entrer dans les grandes écoles, soit il y a la prépa qui va te préparer pendant 2 ans à un certain socle de connaissances, soit tu peux entrer en prépa intégrée, donc c'est directement dans l'école, qui va juste après le bac te récupérer, ou alors il y a aussi des concours passerelles qui te permettent, à partir de DUT ou de la fac, à partir d'un certain nombre d'années, tu passes un concours et tu rentres dans ces écoles-là. Donc moi, j'avais choisi la prépa parce que c'était, entre guillemets, le plus simple parce que j'avais pas besoin de déménager, mes parents ça les arrangeait tout ça, donc j'ai fait une prépa on va dire classique à Toulon où j'étais et donc je préparais les concours, j'ai pas eu les concours que je voulais, j'ai pris une grosse claque parce que c'est quand même un système qui est très archaïque, on nous explique qu'on est les meilleurs de la France, que on est même l'élite, que voilà il faut vous entraîner au concours, etc. Bon, dénigre tout le reste des apprentissages, des institutions, etc. Enfin, c'est assez violent. Je trouve que... Et archaïque, c'est vraiment le mot. Je trouve qu'en fait, ce sont des gens qui sont restés encapsulés dans un système qui a pu marcher une certaine décennie, mais qu'aujourd'hui est à côté de la plaque. Et ça forme des gens qui créent des névroses à un moment donné, et je sais pas ce qu'on tire... Oui, ou des copies, c'est ça. C'est des copies, c'est que des copies. Des profils, exactement. Encore une fois, quand j'étais à l'école, ces études-là, donc prépa et ensuite une école d'ingé ou une école de commerce, était vu comme l'élite par la société, pas forcément par le système éducatif, mais on nous expliquait que les métiers courts ou les métiers avec des études courtes n'étaient pas des métiers valorisants et valorisés. Maintenant, on en revient et on se retrouve avec des ingénieurs
à l'appel ou des personnes d'école de commerce à l'appel qui ont tous le même profil et qui n'ont pas de diversité, quoi. Ouais. C'est... Moi, tu sais, j'ai un avis sur ce sujet-là, c'est que j'ai vu des mecs de grandes écoles être payés 2500 euros net et des plombiers, des maçons, des cuisiniers gagner 3500, 4000 euros. Enfin, pour moi, c'est réducteur de dire, OK, si tu fais une école de commerce, t'es sûr de réussir et t'es l'élite. Oui. En fait, pour moi, l'unité de mesure quand tu fais un métier, hormis la passion et le fait de l'aimer, hein, c'est de gagner de l'argent. Oui. Voilà. Oui. Plus t'es bon dans ton métier, plus tu gagnes de l'argent. C'est vrai. Et donc, quand tu vois qu'on dénigre les CAP, plutôt tout ce qui est CAP, plomberie, électricien, etc., alors qu'il y a beaucoup d'argent à faire quand tu es bon, au lieu de se boucher dans une voie qui est une master, grande école, alors oui, tu as le cerveau bien fait, oui, tu réfléchis bien, oui, tu as des accès, mais en fait, il y en a 4500 comme toi sur le marché, et encore, je suis gentil. C'est ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans une compétition avant même d'avoir mis un pied dans la vie professionnelle ? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Mais ça m'intéresse que tu... Parce que nous, justement, à Athéna, on a une école et on a beaucoup d'étudiants qui ont parfois l'envie ou qui comparent Athéna à une grande école de commerce. Et ça va être bien que tu puisses apporter ton retour sur la prépa. Parce que c'est vrai que c'est quasiment une étape sine qua non, si je dis pas de bêtises, pour intégrer une grande école, pardon. Donc, je veux bien que tu nous en dises plus sur justement le concours. Déjà, on voit que tu es formé, on te programme mentalement à te dire que tu es l'élite. Ça te fait travailler très dur, j'imagine. C'est ça, il y a t'as beaucoup de cours. Après, n'importe quelle étude supérieure, tu as des cours. La prépa, en tout cas scientifique, comme je l'ai fait moi, c'était une prépa très théorique. Donc, beaucoup de cours, beaucoup de théorie, beaucoup d'exercices. Donc là, on est sur du cours magistral, on est sur du TP, sur du TD. Examen tous les samedis matins entre 4 et 5 heures, et on est sur du classement, c'est-à-dire que ton prof en maths, en physique, en sciences de l'ingénieur, pour le parcours que j'ai fait, c'est on te rend tes copies et on te les rend par ordre décroissant. Donc c'est à dire que plus tu as à attendre ta copie, plus tu fais partie du bas de la classe. Donc ça, c'est vraiment donc déjà alors au début de l'année tu en rigoles parce que quand tu arrives dans ces classes-là, tu fais partie, tu es sélectionné en fonction de ton bac, tu es sélectionné en fonction des études, du niveau que tu avais avant dans les matières scientifiques pour mon cas, et tu considères que tu fais partie quand même du panier haut par rapport à tes notes. Et donc du coup tu arrives là, tu en rigoles, tu dis sur 45 je suis 40e parce que je me suis complètement planté sur ça. Bon, sauf qu'en fait sur 2 ans c'est super long, ce dénigrement, cette mise en place dans ta tête de en fait il faut que tu te classes par rapport aux autres, et puis c'est la punition à chaque fois que tu fais un examen. À chaque fois t'as encore cette mise en scène qui est quand même assez humiliante, peut l'être en tout cas. Et il y a une deuxième chose en prépa, c'est ce qu'on appelle les cols. Donc les cols, ce sont des examens oraux que tu fais au tableau. Donc en première et en deuxième année, on avait des examens oraux comme ça, donc des cols en maths, physique, anglais, français et sciences d'ingénieur. Et en gros, c'est 1 heure où tu as un sujet et tu dois débattre théoriquement sur le sujet, et ensuite tu dois faire un exercice de pratique. Pareil, vous pouvez tomber sur des profils qui étaient assez bienveillants, mais les profils bienveillants sur, on va dire, une panel de 100 professeurs, ils sont 1. Tout le reste, ils sont là pour t'humilier. Alors, il y a 2 façons de réagir à ce moment-là. Soit tu te forges un caractère, soit en fait tu sors du système. Et je trouve que c'est vraiment très violent de faire ça en fait pour de l'apprentissage. Pour moi, c'est pas l'apprentissage qui marche. Et la seule chose que je me dis maintenant, c'est que je regrette pas de l'avoir fait, parce que moi, ça m'a forgé un caractère. Donc l'exercice à l'oral, c'est un exercice maintenant que je maîtrise. Ça fait partie de mes compétences aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à être décontenancé à l'oral, c'est-à-dire que j'ai acquis une posture. J'ai pas ce problème-là de perdre pied sur un exercice oral, sur une conférence, sur parler à des gens. Mais quid des autres ? Tout le monde ne va pas se créer une armure parce qu'en fait, on se fait humilier en col. Je trouve que c'est un système vraiment limitant et limité. Je comprends pas le but de faire ça. Le but de dire la fac c'est pour les nuls, la fac c'est pas un système d'apprentissage bon, les études courtes c'est pas bien, à l'époque c'était des DUT, c'est pas bien non plus, l'apprentissage n'existait même pas, donc ça faisait même pas partie de leur vocabulaire à eux pour dire que c'était nul. C'est violent. Du coup, quand tu sors de ce système-là, t'as quand même une espèce de fierté qui dit que t'y es passé. Du coup, toi, tu l'as quand même bien vécu. Moi, je l'ai bien vécu parce que j'en suis sorti. J'ai pas perdu de temps. Mon apprentissage m'a permis. J'ai appris énormément de choses et ça m'a renforcé. Donc, je pourrais dire, moi, je m'en suis assez bien sorti. Par contre, quand je suis arrivé à la fac, je suis arrivé avec un melon. Mais vraiment, je passais pas les portes. Je suis arrivé à la fac, premier semestre, une claque, mais démentielle. Assis par terre, parce que je m'étais pas réadapté aussi à un système comme l'université
qui est, en fait, en prépa, tu as une chance toutes les semaines de valider tes compétences. À la fac, tu as 2 chances, les partiels, les rattrapages. Et c'est tout. Donc si tu te loupes, tu te loupes. Donc c'est grosse claque, et puis un système qui est hors du temps, quoi. Parce que là, tu es passé donc la prépa à C'est la ça. fac. Je suis arrivé en 3e année de fac. Mhm. J'avais validé mes 2 années, donc post-bac. J'avais validé quand même mes 2 années de prépa, même si je n'avais pas intégré une école. Et j'ai pu, comme ça, rentrer directement, en passerelle, entre guillemets, en année. J'ai pu rentrer directement en 3e année de licence. Et donc, en arrivant en 3e année de licence, tu prends cette claque-là, donc tu te remets à travailler, puis tu travailles différemment, parce que t'as pas un prof qui va te dire c'est bon, t'as compris, ou qui va t'humilier sur ton exercice, parce que malgré tout, on était surcontrôlés. Toutes les semaines, on avait des exercices, toutes les semaines, on avait des contrôles, toutes les semaines, on avait des examens oraux. Donc on était contrôlés pour voir si on arrivait quand même à suivre. Là, la fac, démerde-toi. Donc c'était rigolo, le changement a été quand même assez violent. Et je me suis rendu compte aussi que l'apprentissage est différent, et c'est tout. Il n'y a pas plus à commenter. Et je comprends même pas l'intérêt de dénigrer l'autre. C'est un choix. C'est pas la même façon d'apprendre, c'est pas les mêmes axes d'apprentissage. Alors oui, en école d'ingé, tu vas sortir avec un diplôme d'ingénieur, tu auras validé un certain niveau d'anglais, tu auras validé un certain nombre de modules, tu auras peut-être fait un peu de diversité, donc tu auras peut-être fait un peu de management, tu auras peut-être fait un master en management des entreprises, ou tu auras vu un peu de droit, etc. Peut-être qu'à la fac, tu l'as pas. Pas de problème. En attendant, tu ne seras pas forcément meilleur qu'une personne qui a fait la faculté, qui a fait un apprentissage, qui a fait autre chose. Tu auras juste un diplôme. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où il y a des gens brillants qui sortent de n'importe quel cursus. Il y a des gens qui réussissent de n'importe quel cursus. Je trouve ça limitant de se dire si tu fais de la prépa à une grande école, tu es forcément prédestiné à réussir. Alors, statistiquement, oui. Pour les statistiques, oui. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais pas des grandes écoles, tu ne peux pas réussir. Exactement. Il n'existe pas un autre moyen. Et moi, ce qui m'a vraiment, on va dire, chagriné, c'est le discours qu'on tient à ces étudiants en disant t'es le meilleur, t'es le plus fort, les autres ils sont nuls, tu vas réussir. Parce que quand tu viens dans la vie réelle, tu prends une claque. Oui. Tu prends une claque parce qu'il y a toujours un monde, même que tu peux faire les meilleures grandes écoles, les meilleures études, tu prends toujours une claque avec la réalité. C'est clair. C'est la pression, le terrain, les décisions que tu dois prendre avec instinct, rien à voir avec les cours. C'est clair. C'est clair. Et puis, l'école d'ingé, c'est un peu pareil, parce que tu vas faire des stages, mais ces stages-là, pareil, c'est des piqûres. C'est pas long. Ton plus gros stage va durer 6 mois, mais tu seras déjà dans le monde d'entreprise. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est vraiment on-off. Et ça, on ne te l'apprend pas. Que ce soit la fac, que ce soit l'école d'ingé, on ne t'apprend pas. Et puis en plus, comme tu dis, on t'explique que tu es le meilleur. Meilleur sur quoi? Meilleur pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pareil, tu sors d'une grande école. Tu sors d'une école où il y a eu un certain nombre de personnes dans ta promo qui a fait la même partie des études. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es... Oui, t'es meilleur par rapport à ta promo, quoi, en final. C'est ça. Oui, bien sûr. C'est juste que tu vas valider que tu as une certaine compétence. Le diplôme est vraiment quelque chose de très français en plus. Enfin, même européen, je dirais. Parce que quand tu vas bosser, par exemple, en Asie, ils regardent comment tu te débrouilles. Je ne veux pas dire qu'ils ne regardent pas ton diplôme, mais en fait, ce qu'ils veulent voir, eux, c'est comment tu résous les problèmes. Quels qu'ils soient, humains, technologiques, n'importe, peu importe. Eux, ce qu'ils regardent, c'est comment tu résous les problèmes. En France, on est vraiment affilié au diplôme, et je vais te dire, quand j'ai commencé, donc j'ai un master. Donc techniquement, je ne suis pas ingénieur. Je suis ingénieur de métier, je ne suis pas ingénieur de diplôme. Quand je suis rentré dans ma boîte où j'avais fait mon stage, j'ai certaines personnes qui m'ont mentionné le fait que je n'étais pas ingénieur, qui ont précisé non, tu sors de la fac, tu n'es pas ingénieur. Et du coup, je prends un plaisir aujourd'hui à toujours le préciser quand on me demande, putain, mais tu as une formation d'ingénieur. Alors, de formation, oui. Et je n'ai pas de diplôme. Et je préfère le dire parce qu'il y en a qui sont affiliés à ce diplôme d'ingénieur. Mieux, accroche-toi-y. S'il te permet de manger, tant mieux. Mais... Ouais, ça c'est le sujet en France. On définit les gens on définit l'identité des gens par leur diplôme et leur intelligence également. C'est-à-dire que si tu as un grand diplôme, tu es ingénieur et donc tu es intelligent. Par contre, si tu l'as pas, ni ingénieur ni intelligent. Exactement. Alors que je pense qu'en 2026, et même depuis déjà 2020-2021, on peut tout apprendre sur Internet, et moi je le vois notamment avec les développeurs. Un développeur qui a fait une formation Bac+5 en dev, c'est très bon, mais tu as quelqu'un qui est un outsider, qui a tout appris de lui-même, il est tout aussi bon, voire mieux, parce qu'il a la réalité terrain, il sait que quand il y a ce problème-là, il faut qu'il réajuste sa ligne de code, et en fait ça glisse tout seul. Mais tu as raison, et en fait ce que ça montre, c'est que le plus important, c'est les compétences évidemment, mais en fait c'est l'adaptabilité. C'est la définition de l'intelligence d'ailleurs. Il n'y a qu'en France où on pense que c'est le diplôme, la définition de l'intelligence, mais la définition de l'intelligence dans le dictionnaire, ta capacité à t'adapter lorsqu'il y a un problème et, in fine, à le résoudre. Oui, c'est ça. Et c'est vrai.
Ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Donc, intéressant. Donc, tu as fait ta licence, tu sors de la fac. C'est quoi ensuite un petit peu ton parcours après la fac? Bah, après la fac, en gros, donc la licence m'a permis de rentrer dans le master. En master, je passe mes 2 années. En deuxième année, ils nous demandaient de faire un stage de 6 mois pour valider le master. Et ce stage de 6 mois-là, je le fais dans ma petite boîte d'ingénieur, où on était 50, et je commence à travailler sur un poste parce qu'ils avaient besoin d'une personne sur une mission courte, de 6 mois. Donc cette boîte-là, qui est à ce moment-là, donc une cinquantaine de personnes, on avait 3-4 projets d'ingénierie, dont un semi-conducteur, donc c'était les balbutiements des microscopes optiques industriels qu'on avait développés ensuite maintenant et vendre comme des petits pains. Mais c'était les tout débuts. Et pendant mon stage, je m'occupais vraiment de la partie qualification de cet outil-là. Pour pouvoir le vendre et que d'autres clients puissent l'utiliser, tu es obligé de passer un certain niveau de certification électrique, de sécurité, chimie, etc. Et mon rôle, c'était de faire ça pendant les 6 mois. Et pendant les 6 mois, j'ai eu la chance d'être... j'avais un bureau en open space, et à côté de moi dans cet open space-là, j'ai rencontré une personne qui voyageait énormément. En fait, c'était la personne qui était responsable de l'installation de ces outils-là chez nos clients. Et nos clients, j'ai appris là à ce moment-là aussi, c'est que nos clients étaient dans le monde entier. Et donc là, moi, waouh, incroyable, hein, une personne qui voyage toutes les semaines dans un monde entier, dans un pays différent, incroyable, j'aimerais faire ça. On discute, on devient pote assez rapidement, parce que en fait, c'est une personne, c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que je le connaissais. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais vraiment, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est une personne, je me suis dit, j'ai déjà vu, peut-être un signe du destin, on pourra l'appeler comme on veut, mais donc je me suis dit, il va se passer quelque chose avec cette personne. Je sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Bon, je commence en février, donc je fais des modifications sur cet outil-là, donc sur ce microscope optique industriel, pour passer nos validations électriques. Et on devait installer un outil aux États-Unis 2 mois après. Et puis là, il me dit, Mathieu, tu as un passeport? Je dis non. Il me dit, bah fais-en un, parce qu'en fait, la modification que tu as fait sur la machine, il va falloir la faire sur la machine qui est déjà là-bas. Ok, donc fais un passeport dans l'urgence. Je parlais pas anglais. Tu vois, le Netflix, le streaming, tout ça, ça n'existait pas. Il fallait télécharger. Et tu regardais en français ou en anglais. Imul, exactement. Donc, mon anglais était... alors, je pouvais le lire et l'écrire. Okay. Mais le parler, le casual talk, rien du tout. Mais bon, on se lance. Je me dis, bah, j'y vais. Donc, je demande à la fac à l'époque si ma convention de stage me permettait de voyager. Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas non plus. Et pareil, les VIE commençaient à grossir, mais c'est pareil, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et me voilà parti aux États-Unis. Donc là, compliqué pour ne serait-ce que commander un steak dans un resto, compliqué, mais l'expérience incroyable. Et là, je me dis, c'est ça que je veux faire en fait. Je veux aller voir des clients, développer des projets avec eux, voyager dans le monde entier, c'est ça que j'ai envie de faire. Et T'as quel âge à ce moment-là, donc donc c'était 2013, j'avais 22 ans. Je venais d'avoir 22 ans. Ah oui, pareil risqué quand même. C'était audacieux. En fait, je me suis dit, bah, why not? T'as rien à perdre. Vraiment, c'est... je suis en stage, au pire ça se passe mal, et je finis mon stage, et puis voilà quoi. Donc je me suis dit, bah, feu. Et il s'est avéré qu'il fallait changer donc toute la platine de sécurité, donc en gros tout ce qui était électrique dans cette machine-là, et ensuite le changer, et puis relancer la machine. À ce moment-là, tu rencontres ton client, donc à l'époque c'était IBM, qui est quand même une grosse boîte, et tu rencontres, donc c'était des usines de production, et tu rencontres le chef de la sécurité de cette usine de production qui te dit, bon bah Mathieu, c'est bon, ce que tu as fait va pas mettre le feu à mon usine. Et là, toi, tu es là, du haut de tes 2 mois d'expérience, tu te dis, mais moi j'ai fait ça toute ma vie. Dans un anglais approximatif, quoi. Et du coup, il redémarre sa machine, ça fonctionne, mais bon, tu avais sué des gouttes grosses comme le pouce, mais c'était incroyable comme expérience. Du coup, mon stage se termine. Et cette personne-là, donc, qui m'avait emmené en voyage, m'a dit, bah, écoute Mathieu, j'ai un boulot pour toi, si ça t'intéresse de faire ça, j'ai un boulot pour toi. Et donc j'ai accepté, donc sorti de master, même avant l'obtention de mon master, j'avais mon CDI, ma promesse d'embauche qui était signée, et donc j'ai eu mon boulot. Dès que j'ai eu mon diplôme, j'avais un travail, j'ai commencé à voyager principalement aux États-Unis d'abord, ensuite en Europe, et j'ai commencé l'année d'après à voyager en Asie. Pour ça justement, donc c'était déployer des outils chez des clients, les installer, former les gens dessus, développer des projets ensemble avec les clients, et mon anglais s'est amélioré. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voyager, et à ce moment-là, donc entre on va dire été 2013 à fin 2015, je voyageais 6 semaines sur 8 dans le monde entier. C'était incroyable, et en même temps très fatigant, parce que je vivais jet lag sur jet lag, et puis je vivais dans des hôtels, quoi.
Alors, j'avais un appartement chez moi à Montpellier, mais j'y étais très peu, quoi. Très peu. Et même vie amoureuse, du coup, compliquée. Vie amoureuse compliquée, même vie sociale, parce que, en fait, quand t'es là 2 semaines toutes les 6 semaines. Faut que les gens soient dispo, quoi. C'est ça. Et puis, garder les liens et tout ça. Donc, pas simple, mais en même temps très enrichissant. Donc ça a été fatigant, mais ça a été valorisant. Et valorisé plus tard. Tu regrettes ? On va y venir, mais tu regrettes Non, absolument pas. Absolument pas, parce que ça m'a permis de rencontrer... Si on modélise l'ouverture d'esprit que je pensais avoir quand j'ai commencé à bosser, je pensais être déjà comme ça, et en fait j'étais comme ça. Et dès que j'allais dans un pays, ça s'ouvrait un peu plus, tu vois. Et quand j'ai fait ces 2 grosses années, 2 années et demie, l'ouverture d'esprit que j'ai réussi à récupérer à ce moment-là était incroyable. Et ce qui a été décisif, c'est qu'en 2016, donc fin 2015, le patron de cette boîte-là m'a proposé une mission d'expatrié pour partir vivre à Taïwan, pour supporter un gros projet qui nous permettrait de développer de multiplier les petits pains après, quoi. Et donc là, 25 ans, à peine, même pas, j'avais pas encore 25 ans. La question, c'est, là, tu partirais pour 6 mois, 1 an, vivre à Taïwan pour développer le business pour nous. Donc, développer une filiale asiatique. Donc là, pareil, vie amoureuse compliquée et tout ça. Mais un pari exceptionnel sur l'avenir. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Tout se passe dans ta tête. Ah, tout se passe dans ta tête parce que tu dis, j'ai une relation aujourd'hui, mais qui est en France. Je vais me mettre dans un pays où je connais personne, qui parle pas ma langue, parce que Taïwan, donc ça parle chinois. Les panneaux sont en chinois, donc toutes tes habitudes. Par exemple, tu vas aux États-Unis ou tu vas en Europe, on se retrouve. On te lâche n'importe où, on te bande les yeux, on te fait sortir de l'avion, on te met au centre-ville, tu te repères. Tu sais aller dans un hôtel, tu sais aller dans un resto. Moi, à l'époque, Taïwan, je connaissais pas, très peu. J'étais pas fan de l'Asie. Si je voulais partir en expat, c'était plutôt aux États-Unis. L'Asie, je n'étais pas plus attiré que ça, pas plus fan de l'Asie non plus. La culture est quand même assez différente de la nôtre. Et je me dis, je risque de tout perdre. Parce que sur les 6 mois, 1 an où je vais partir, je risque de perdre mes potes. Je risque ma relation amoureuse va en pâtir. À l'époque, j'avais une copine qui était dans les études, donc impossible de la faire bouger avec moi. Le choix, il a été dur, là. Ouais. Et en 1 semaine, je me suis dit, tu sais quoi, si je le fais pas, je vais le regretter. Vraiment, je préfère avoir des remords que des regrets. Et j'ai accepté, je suis parti. Ça a été la pire et la meilleure expérience de ma vie, vraiment. Professionnellement, c'était très très dur. L'adaptation, tout était dur. Parce que là, du coup, t'es parti, ça c'est un conseil moi que je donne souvent et j'ai l'impression de le retrouver là dans ce que tu dis. J'ai l'impression que tu fais beaucoup du fake it until you make it. C'est-à-dire que tu te sens pas forcément prêt au moment où on te propose l'opportunité. Ouais. Par contre, tu te dis que je vais quand même y aller et me préparer en faisant et en avançant. J'ai l'impression que les 2 dernières expériences que tu nous as partagées, exactement. C'est à chaque fois que tu te dis ça. C'est risqué, je sais pas où je vais, je suis pas prêt, je me sens pas prêt, je vais être prêt en faisant. C'est ça. Et il y a aussi un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est... En fait, les opportunités, elles n'arrivent pas comme ça. Les opportunités, elles viennent parce que tu te prépares. Parce que tu fais ce qu'il faut pour que ces opportunités-là t'arrivent. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que si j'avais pas voyagé, si j'avais pas accepté de voyager pendant mon stage, j'aurais pas fait un boulot où je voyage partout. Si j'avais pas fait ça, on m'aurait pas proposé une expat. Et en fait, c'est les prédispositions dans lesquelles tu te mets qui te permettent de forcer ce qu'on te propose. Ce que la vie te propose, ce que ton patron va te proposer, ce que tes potes vont te proposer, ce que n'importe qui va te proposer. Donc, il y a un mélange de choses où il y a d'abord se mettre dans la bonne posture pour pouvoir être capable de voir qu'il y a des opportunités et ensuite de les recevoir. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi, il y a le fait que on se plante pas vraiment. Quand je me disais, tu vois, je vais partir, je vais accepter cette mission de partir à l'étranger, je vais me planter. Mais ça veut dire quoi, se planter ? Quand tu fais un choix, c'est juste, tu vas rentrer dans une zone inconfortable au début parce que tu vas vers l'inconnu. Mais finalement, la seule chose que tu vas en tirer, si tu fais des erreurs, tu vas apprendre de tes erreurs. Et ce qu'on va te demander, c'est juste, si la même situation se passe 2 fois d'affilée, que la 2e fois, tu fasses pas la même erreur. C'est tout. Tu feras des erreurs, t'apprendras. Enfin, c'est de l'apprentissage continu et t'avanceras. Donc en fait, tu peux pas te planter. Quand tu prends une décision, tu peux pas vraiment te planter. T'apprendras toujours quelque chose. Donc finalement, qu'est-ce que tu risques ? Moi, je pense que ça vient de l'école, ça. J'ai une petite théorie sur ça. C'est à l'école, on aime bien te punir ou te pointer du doigt quand tu te trompes. Complètement d'accord. Et donc en fait, tu perds. L'école vient détruire un petit peu ton audace et ton culot d'y aller. Donc à chaque fois, tu vas réfléchir et tu vas te dire, alors si je prends une mauvaise décision, les gens ils vont me regarder, ils vont se moquer de moi, ils vont me dire que j'ai pris une mauvaise décision. Alors qu'en réalité, si on prend les choses telles qu'elles sont, à 25 ans, à la vingtaine, c'est le moment pour moi où il faut essayer le maximum de choses. Exactement. Moi, je dis ça à tous nos étudiants, foncez, essayez. Vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas d'argent à perdre. Vous n'avez que du temps. Mais à votre âge, le temps, c'est magnifique. Vous avez de l'énergie et du temps. C'est clair. Allez-y. C'est clair. Et puis, comme tu dis, on va pas te punir parce que tu fais mal. C'est ça.
On va t'expliquer, tu vois, j'ai une anecdote aussi pendant que j'étais en stage. Donc sur 6 mois de stage, donc je pars à l'étranger, etc. Confiant. Tu vois, je me dis, j'ai assuré ma place pour qu'il me propose un CDI à la fin de mon stage. Et à un moment donné, je fais une erreur, je fais une connerie sur une chose, et je grille un PC d'une machine qui devait partir le lendemain ou le surlendemain. Et là, erreur fatale. Là, je me dis, waouh, là, je viens de griller ma carte. Là, c'est mort. J'ai fait une erreur qui va me coûter en fait la possibilité d'avoir un CDI. Et donc, j'en parle à cette personne-là qui m'avait emmené et qui se retrouve, lui, du coup, dans une situation critique. Et je lui dis, voilà, j'ai merdé. J'ai merdé, j'ai grillé ça. Ça fout en l'air, en fait, le projet. On va devoir décaler. Il me dit, c'est pas grave, Mathieu. Ce qui s'est passé là, c'est que si tu as pu faire cette erreur-là, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait la faire. Donc, on a un trou dans notre process. Donc, c'est pas grave. Ça va nous coûter tant. Tant pis. On avance. C'était pas en France, ça? Si. Ah, c'est en France, ok. Mais avec une personne qui avait bossé dans des boîtes à l'étranger, qui avait des années d'expérience sur gérer des merdes, en gros, et en fait, il avait tellement de recul sur plein de choses que, en fait, il s'est dit à ce moment-là, si je me mets dans ses baskets, c'est un jeune, il apprend, ça fait 4 mois qu'il est dans le monde du travail, il a fait une erreur, mais en même temps, je vais pouvoir le faire évoluer pour qu'il aille dans la bonne direction. Donc en fait, c'était anecdotique presque, cette erreur. Et ce que je me dis, c'est que, comme tu dis, on nous a matraqué à l'école sur le fait que l'erreur est impardonnable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On fera tous des erreurs, on en fera toute notre vie. Il y a des erreurs plus ou moins critiques, des erreurs plus ou moins importantes. Il faut juste pas être bête à un moment donné. Mais ça restera du bon sens. Et s'il y a des erreurs, ça sera encore plus ingénieux de développer une solution de l'erreur qu'on a créée que finalement ne pas faire d'erreur. En même temps, en faisant des erreurs, on apprend. Ça nous permet aussi d'oser. Ça nous permet aussi de se dire, tout n'est pas bleu. Ça arrive et ça crée des liens aussi. À un moment donné. Et même des histoires à raconter. Exactement. Des histoires à raconter. Moi, toutes les histoires que j'ai à raconter, c'est à chaque fois que ça s'est mal passé. Parce que quand ça se passe bien, on a tendance à oublier. Exactement. On se souvient plus des échecs que des victoires. C'est vrai. Les victoires, on savoure. Pendant 5 minutes, t'as un shot de vrai. dopamine, tu te dis, ouais, je suis le plus fort. Puis en fait, au final, c'est vrai oublié, qu'on ne fête pas les victoires. Non. Et j'étais étonné j'ai eu avec les personnes avec qui j'ai bossé, d'utiliser différentes méthodes de développement pour des logiciels et choses comme ça. Et il y a la méthode agile. La méthode agile, ce qui est assez fort, c'est qu'elle récompense les moments où le but a été atteint. Et au début, je trouvais ça niais. Et en fait, maintenant, je comprends pourquoi. Parce qu'on ne dit jamais quand ça va. On dit toujours quand ça va pas, mais on ne dit jamais quand ça va. On pointe du doigt quand il y a un problème, mais on ne dit jamais merci à ceux qui ont fait leur travail en temps et en heure. Et c'est vrai que c'est une culture qu'on a, comme tu dis, de l'école. C'est normal d'avoir... Après, moi, j'ai été éduqué comme ça. C'est-à-dire que mes parents nous ont éduqués en nous disant... Quand on ramenait un 16 sur 20 à la maison, l'idée n'était pas de savoir à combien étaient les gens. Ce que nous, on donnait comme information à mes parents, c'est 16, putain, on est 4 à avoir eu au-dessus de la moyenne, tous les autres sont en dessous. La réponse, c'était, mais pourquoi t'as pas eu 20 ? Pourquoi il y a encore un gap entre le 16 et le 20 ? Du coup, il y avait une insatisfaction permanente. Il n'y a jamais eu de, putain, c'est bien. Tu vois, l'ensemble de la classe a été tourné autour de 10, toi, t'as eu 16. Putain, ça veut dire qu'il y a eu bravo, quoi. Et après, tu peux dire, du coup, qu'est-ce qui t'a manqué ? Voilà. Non, c'était, pourquoi t'as pas eu 20 ? Et donc, quand t'as été éduqué comme ça, en fait, tu cherches l'excellence dans tout. Et tu vas plus te focuser sur pourquoi t'as pas réussi plutôt que putain, j'ai réussi, j'ai été bon. C'est intéressant ce que tu dis, hein, parce que ça, pour moi, c'est à double tranchant aussi. C'est comme quand on te conditionne à... Soit t'arrives, on t'explique cette notion, et du coup, t'as toujours envie d'être meilleur. Mais faut faire attention parce que c'est une course en avant qui est infinie. C'est-à-dire que tu veux toujours t'améliorer. Mais généralement, ta courbe de progression et d'apprentissage, elle est plus rapide que la moyenne. Par contre, ça crée une tension interne. Ça crée une tension interne parce que tu as l'impression de jamais faire. Et en fait, moi, j'ai ce problème-là avec... ce problème, je pense pas que ça soit un problème, mais c'est à double tranchant, il faut bien le maîtriser. Avec mon associé qui, lui aussi, a ça. Et en fait, des fois, on réalise pas à quel point on est déjà bien meilleur que toutes les personnes. Et en fait, ça crée même un complexe parce que tu te dis, je suis jamais assez bon. Je suis jamais assez bon, il faut que je fasse toujours plus, toujours mieux, toujours plus grand. Ouais. Mais, à force, c'est épuisant. Complètement. Ça crée de la frustration et au-delà de ça, chez moi, par exemple, ça avait développé un espèce de mal-être
qui, quand tu étais mis à défaut, en particulier en public, ça te crée... Enfin, moi, ça me mettait en colère. J'avais une colère, tu vois, cette colère primaire, tu sais, qui te donne chaud dans le corps, tu vois, cette sensation de colère intense. Bah, je m'étais rendu compte que... Donc ça m'était arrivé après, justement, l'expat, donc après 2016. Je m'étais rendu compte qu'il fallait rien me dire. Où je me mettais dans des colères, mais vraiment, je pouvais être méchant. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la conséquence d'une cause. Et la cause, c'était le fait de ne pas avoir réussi. D'avoir montré que t'es pas parfait. Et ça, je me suis dit, mais waouh, c'est dur, parce que évidemment que t'es pas parfait. Évidemment que tu n'atteindras jamais ce que veulent les autres. Et en plus de ça, chacun a son prisme. Donc toi, ce que tu considères être bon ou excellent, c'est autant complètement nul pour une autre personne, ou alors exceptionnel pour une autre. Quand tu fais une présentation, par exemple, où tu fais un PowerPoint, il y a des fois où encore maintenant, je le sais, donc j'en suis conscient, donc ça m'arrive de moins en moins, mais il y a des fois où je montre des slides à certaines personnes qui me disent « je comprends pas ce que tu veux me dire ». Et là, tu te dis « mais complètement bête ou quoi ?» Au début, c'est ma première réaction, toujours. Il se fout de moi. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus ? Et une fois que cette vague, maintenant que je le sais, donc j'ai ce pic de colère qui se met en place chez moi, je le sens, j'attends que ça passe, voilà. Ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, mais j'attends que ça passe. Et après, je lui dis, alors attends, qu'est-ce que tu comprends et qu'est-ce que tu aimerais modifier pour que le message soit plus clair ou soit clair ? Comme ça, ça permet encore une fois d'apprendre et de t'améliorer. Parce que plus tu vas être capable de faire passer des messages à des personnes qui ont des profils différents, plus tu vas être universel. Donc finalement, tu vas être capable de t'adapter de mieux en mieux. Et c'est bête, hein, mais c'est comme un cadeau. Quand tu offres quelque chose à quelqu'un, tu le fais avec tes goûts. Et finalement, le cadeau, il doit plaire à la personne à qui tu l'offres, pas à toi. Donc faut en être conscient aussi. Donc cette conscience-là, elle se construit en fait en faisant des erreurs, en étant remis en cause, en étant critiqué. C'est comme ça qu'on s'améliore. Si on est parfait, si on considère qu'on est parfait, en fait, on s'enferme dans une bulle et on a atteint notre plafond. C'est pas le but. Encore moins dans un monde professionnel où tout évolue tout le temps. On se rend compte, tu es un entrepreneur, donc le changement fait partie de ta vie. Les phases s'enchaînent. Tu vas pas rester... C'est rare maintenant de rester dans un métier qui va rester le même toute notre vie. Parce que sinon, le temps va être long. Ou alors, ça peut être un choix, hein, mais c'est compliqué. Clairement. Non, mais clairement, comme tu as dit, en tant qu'entrepreneur, moi, je vois totalement ce que je veux dire. Hein, tu es obligé d'être... en fait, c'est pour ça aussi que les numéros 1 sur le marché ne restent jamais éternellement numéro 1 parce qu'ils se font toujours dépasser par quelqu'un qui, lui, a envie de toujours plus, toujours mieux et il est prêt à travailler pour. Et donc, exactement. En fait, il va toujours innover, il va toujours acheter... Et en fait, on ne se rend pas compte, mais... le moindre petit process, la moindre petite stratégie, la décision, c'est tellement obsessionnel qu'en fait, c'est l'intérêt cumulé. Donc, à la fin, tu finis par attraper quelqu'un qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui se croit intouchable parce qu'il a cette position-là. Oui. Mais c'est tellement égocentrique de se dire « je suis le meilleur ». Ça a toujours marché comme ça. Ça, c'est une grande phrase aussi que j'ai toujours entendue. Ça a toujours marché comme ça, donc il faut que ça reste comme ça. Ah bon ? Ouais. Ah bon, c'est le meilleur moyen de te faire attraper par quelqu'un. La position de leader numéro 1, c'est la pire des positions. Ouais. Parce que quand tu es numéro 2, tu vois où est-ce qu'il faut que tu ailles ou où est-ce qu'il ne faut pas que tu ailles. Ouais. Dans un cas livre, comme... ça, pardon ? Tu l'as pris dans un livre, celle-là, non ? Je l'ai déjà vu. Dans une série de Netflix des coachs sportifs, je crois. Ah ouais ? Ok. Non, j'ai eu la chance de faire partie d'une entreprise française donc, qui s'appelle ST Microélectronique, donc franco-italienne, qui fait différents produits microélectroniques. Donc ça peut être des petites mémoires, ça peut être des microprocesseurs et tout ça. Et sur la partie mémoire où on était numéro 1 depuis 15 ans. Et quand tu allais discuter avec les gens, tu avais deux sons de cloche. Tu en avais qui voulaient innover, mais vraiment de manière, comme on dit aujourd'hui, disruptif. Donc vraiment créer quelque chose de très nouveau. Et d'autres qui disaient, mais pourquoi changer ? On est numéro 1. Et moi, ce que je leur ai dit, mais vous savez que la position de numéro 1, c'est terrible. C'est la plus dangereuse. Parce que tu t'endors très vite, tu te rassures en regardant tes chiffres. Sauf qu'une fois que tu as perdu pied, je vais prendre un cas au hasard. Nokia numéro 1 incontesté pendant des années. Sur la téléphonie, te dit que ce que fait Apple avec, à ce moment-là, Steve Jobs sur un écran et plus de touches, ça ne marchera pas. Faute de quart, Nokia a disparu. Il y en a tellement comme ça qu'on ne se rend pas compte. Hein. Bien sûr. Et dans tous les domaines, c'est vrai. Hein. Oui. Que ce soit dans le travail ou même dans le sport, parce qu'en fait, quand tu es numéro 1, le pire, c'est que tu ne vois pas les numéros 2, les numéros 3 qui veulent ta place. Alors quand tu es numéro 2 et numéro 3, tu sais quelle personne tu dois dépasser. Donc tu sais déjà ce qu'il fait, tu sais comment il s'entraîne, tu sais comment il réfléchit, tu sais comment il agit, tu sais comment il avance. Mais toi, personne ne le sait parce que personne ne te connaît. Exactement. D'accord. Exactement. Et un autre exemple aussi que je prends dans ces cas-là, c'est pour une recette de cuisine. Quand un chef
développe une recette de cuisine, il va mettre un certain temps d'élaboration, de mélange de saveurs, de création, qui va prendre donc un certain temps. Et après, il va rédiger en fait un procédé qui va être ta recette. Et toi, ta recette, tu vas pouvoir la faire imaginons, tu mijotes un peu, en 2 heures avec 1 heure où tu vas faire mijoter ton truc. Donc, c'est-à-dire qu'en 2 heures, tu as réussi à reproduire ce qu'un chef a mis 1 semaine, 15 jours à développer. C'est pareil. C'est-à-dire que l'apprentissage se fait en fonction des meilleurs. Mais aussi, ça te permet de voir que ils ont réussi à se développer, ils ont réussi à faire comme ça pour atteindre cette performance-là. Professionnelle, sportive. Est-ce que si je fais comme ça, autrement, ce serait pas mieux? Donc en plus, ça te donne vraiment des lignes de progression et d'amélioration. Il faut garder ça en tête, quoi. Très intéressant, je suis complètement aligné sur ce que tu dis. Et toi, justement, quel regard tu as sur l'alternance? Parce que tu m'as dit que tu travaillais pas mal avec... En tout cas, tu discutais pas mal. Tu as l'air d'être quelqu'un de très curieux, donc ça ne m'étonne pas. Quel regard tu as sur l'alternance actuellement? Surtout que tu as fait un parcours 100% classique, 100% en initial, du moins. Et on va dire j'ai 3 grandes expériences ou avec des gens que je côtoie qui ont fait de l'alternance. Donc la première, historiquement, c'est ma sœur. Ma sœur a fait une prépa commerce pour intégrer des grandes écoles de commerce. Pareil, cerveau très bien fait, même mieux fait, très très forte, scolairement parlant, et puis même une belle culture, etc. Très très forte. Ma sœur a passé donc beaucoup de concours d'écoles de commerce. Et elle a choisi la seule école de commerce qui proposait, à l'époque, donc je parle de 2010, qui faisait non pas 3 ans de cycle, mais 4. Et sur les 4, il y avait 1 année à l'école, normale, 1 année à l'étranger, 1 année de césure pour faire des stages, et 1 année en alternance. Il n'y avait qu'une école, je crois, qui faisait ça en France, une école de commerce qui faisait ça, et c'était celle de Montpellier, qui s'appelle maintenant MBS. Mais c'était une des seules qui proposait l'alternance. Oui, ils ont été très tôt à lancer l'alternance. Donc ma sœur a choisi cette école-là pour ça et a fait donc énormément de stages. Elle a bossé à l'époque, elle bossait à Paris en alternance, elle bossait à Virgin, qui était encore qui faisait des. C'était encore numéro 1. C'est ça, qui faisait des abonnements téléphoniques. Donc elle bossait là-bas et après elle a bossé dans les agences de pub, etc. Et l'alternance lui a permis vraiment d'avoir ce lien entre les études et le monde du travail. Et c'est vrai que, en tout cas de ce qu'elle me disait, c'est que c'était elle avait un rythme. C'était 3 semaines, 1 semaine, je crois. Donc c'était quand même assez bien fait. Et ça lui a permis de vraiment de monter en compétences tout en finissant son cycle d'école. La deuxième personne, c'est ma chérie. Ma chérie a fait aussi une alternance avec la fac. Et donc pareil, ça lui a permis de valider ses différentes formations et en même temps de commencer à travailler. Donc c'était vraiment très bien parce qu'elle a pu aussi du coup créer vraiment son emprise dans la société pour pas être, je veux dire, indispensable, mais pour vraiment avoir une valeur ajoutée dans ce qu'elle faisait. Et donc, elle y est restée depuis, donc bien évoluée, mais c'est vrai qu'elle est partie de cette alternance-là. Ça lui a permis d'avoir ce poste qu'elle a aujourd'hui. Donc, et puis, cette connaissance, et puis comme elle a fait l'alternance là-bas, elle a accumulé un certain nombre d'années d'expérience. Donc, c'est chouette, quoi. Elle fait partie des gens qui ont ce savoir de l'entreprise. Et ensuite, dans mon travail à moi, je bosse avec donc, principalement des jeunes. Donc, j'en ai 2. Un qui est en alternance, qui a fini son alternance d'ailleurs, qui a obtenu son diplôme et qui a fini son alternance et qui a été embauché et qui était en mécanique. Et un autre qui est en alternance achat. Donc tout ce qui est stratégie d'achat pour la microélectronique, etc. Donc lui, c'est sa formation et il est chez nous pour ça. Et on en a vachement discuté justement parce qu'il se posait ces questions-là de... Est-ce que j'essaie de me faire recruter ici parce que j'ai créé mon espace et donc j'aimerais continuer? Est-ce que j'utilise ce moment-là justement pour valider cette vue-là du monde professionnel et de cette entreprise-là et ensuite je pars dans autre chose pour voir autre chose? Est-ce que j'en profite pour faire une année de césure? Voilà. Je trouve que ce qu'apporte l'alternance, c'est vraiment cette souplesse d'esprit sur ce qu'on veut faire dans l'avenir. C'est-à-dire qu'en adoptant l'alternance, ils ont le choix. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que l'alternance est une mission en tant que telle qui est assez longue
pour vraiment valider une première étape dans le monde professionnel, tout en ne s'enchaînant pas à l'entreprise dans laquelle on est. Et en même temps, même s'il y a une année de césure, même s'il y a une coupure, même s'il y a s'il y a un autre travail qui se fait entre-temps ou une autre alternance qui se fait entre-temps, bah, ça fait partie des gens que tu pourrais récupérer dans un avenir proche pour continuer à bosser avec eux, mais peut-être sur d'autres missions, parce qu'il a acquis une autre expérience dans une autre entreprise. Et quand on est une petite boîte, bon maintenant on a été racheté par une très grosse, mais quand on est dans une petite boîte, je trouve ça bien d'avoir ce type de profil, parce que ça permet de garder la flexibilité qu'une petite entreprise doit avoir. Là où qu'on bascule sur une très grosse entreprise, en fait il y a une mission, il y a un cadre, il y a un groupe RH qui va te définir tes objectifs et ça roule. Dans une grosse entreprise, c'est un peu ce qui peut se passer. Dans une petite entreprise, il y a de la flexibilité, tu peux toucher à tout, tu peux apprendre énormément de différents profils, tu peux jumper, sauter de petite entreprise à petite entreprise pendant ton alternance, tu peux voir différentes missions, tu peux développer certains aspects, d'autres après plus tard. C'est incroyable. Cette flexibilité-là, je trouve qu'elle est déjà vitale, je pense aujourd'hui, dans un monde qui change aussi vite que le nôtre, je pense que c'est vital. Et au-delà de ça, ça permet d'emmagasiner de l'expérience avant même d'avoir tout son barda de diplômes et de se lancer. Il y a déjà la petite phase un peu compliquée de passage dans la vie professionnelle. Les angles sont arrondis, donc c'est incroyable. Incroyable. Ouais, bien sûr. Moi-même, ce que je rajouterais 2 choses. La première, je pense que c'est un hack, un raccourci par rapport à ceux qui ont fait de l'initial, sans vouloir dénigrer personne, bien évidemment. Mais quand tu sors de 5 ans d'études et que tu as fait 5 ans d'alternance, sur le marché du travail, tu as une valeur qui est inestimable. Parce que, à comparaison égale, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un master en initial et quelqu'un qui a fait un master en alternance, le choix, il est vite fait. On se met dans la position d'entreprise. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un entrepreneur pour savoir. Même toi, si demain tu viens recruter, le choix, il est vite fait. Bien sûr. Le choix, il est vite fait parce que la théorie, tout le monde le sait. Ceux qui nous regardent, ils ne le savent pas encore parce qu'ils sont peut-être encore en cours ou ils vont commencer en cours. Mais croyez-moi, le monde réel, c'est rien à voir avec les cours. Rien à voir avec les cours. C'est très bien d'avoir la théorie. Il faut savoir réfléchir, il faut savoir analyser, prendre des décisions, mais malheureusement, des fois, la vie fait que autrement. Et deuxième point aussi, c'est je pense que l'alternance, elle permet à des gens qui n'étaient pas forcément employables de l'être. Donc, je m'explique, c'est qu'il y a des gens qui, malheureusement, à un moment T, donc généralement après sortie du bac, toi, tu as de la chance, tu as fait des grandes écoles, tu as fait le programme grandes écoles, mais forcément, quand tu sors d'un bac, tu n'as pas d'expérience et tu es obligé d'être en initial. Tu es obligé d'être en initial, alors que si tu commences en alternance, tu peux avoir l'opportunité de te faire des armes petit à petit et de monter petit à petit les échelons. Je te dis ça parce que moi, j'étais en bac pro plomberie de base. Ok. J'étais en bac pro plomberie et j'ai été que plombier. Donc autant dire que le niveau en pro est vraiment limite. Mais à la suite, j'ai fait un BTS qui était très commercial en alternance. J'ai travaillé à Carrefour, j'ai mis en rayon. Ça m'a appris plein de soft skills, donc plein de compétences, plein d'états d'esprit plutôt, de mindset. Et petit à petit, j'ai monté des échelons. C'était plus dur que peut-être toi qui a été en prépa et c'était moins linéaire. Oui. Mais en même temps, comme tu dis, c'est de par ces expériences-là que tu as grandi. Donc en gros, c'est l'enchaînement qui a permis de faire évoluer ton profil et qui te permet aussi de vraiment de voir d'autres choses, d'avoir envie de faire d'autres choses, etc. Je trouve que même si on fait les longues études, en fait, il y a beaucoup d'attentes sur un certain niveau. Et du coup, je trouve que si on n'a pas un peu de flexibilité d'esprit, qui est gagnée justement pendant l'alternance, on peut vite tomber dans une position, je ne vais pas dire un placard, parce que c'est pas vraiment un placard, mais en fait, on va rester sur un poste qu'on a acquis à la sortie de l'école, et voilà. Et les armes dont on aurait besoin pour sortir de cette case, pour agrandir la case ou pour faire quelque chose de différent, c'est beaucoup plus compliqué de le faire. C'est beaucoup plus compliqué parce que en passant par un système classique, sans alternance, sans avoir expérimenté le changement, expérimenté la différence, avoir appris, le moindre changement te demande un niveau d'énergie et un risque tellement élevé que finalement tu vas te dire « je vais pas le faire ». Là où je pense que l'alternance, au contraire, elle te forme à ça. Elle te dit, il n'y a pas de risque. Ou tu contrôles ton risque, tu le comprends. Tu sais que tu vas avoir cette phase d'apprentissage-là du vocabulaire de l'entreprise, les bons procédés. Bon, tu sais qu'une fois que tu l'as fait une fois, 2 fois, 3 fois, tu as compris que tout le monde passe par là, pas d'exception. Bon, voilà, tout le monde le sait, ça marche bien. Je trouve que vraiment pour ça, l'alternance est un bel outil d'apprentissage et de dérisquage. Ouais, bien sûr. Et puis même au-delà de ça, on le voit, alors vous n'avez pas encore la chance, les étudiants qui nous regarderont, de le savoir, mais sur le marché du travail, c'est très compliqué. Parce que comme tu disais tout à l'heure,
les masters, c'est devenu une commodité. Tout le monde a un master. À un moment donné, tout le monde fait le même master, que ça soit de grande école ou pas. À la sortie, il y a toujours énormément de personnes qui se ressemblent. Et justement, en faisant de l'alternance, on se différencie par les métiers qu'on a occupés tout au long de son parcours. Et en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut être et commercial, et ensuite, on peut peut-être travailler dans le marketing, et ensuite sur la partie service client. Et à la fin, on a vu déjà 3 volets d'une entreprise qui sont importantes. Et sur le marché du travail, en tout cas à l'heure actuelle, les entreprises, ils vont chercher quoi? Quelqu'un qui a fait des études, ça n'a pas changé, mais quelqu'un qui a de l'expérience. Et malheureusement, à 25 ans, quand tu as fait un master, tu l'as vu, hein, tu n'as qu'un stage, quoi. Oui, tu n'as qu'un stage. Et puis, c'est même pas... Enfin, c'est une expérience de 6 mois. Voilà. Donc, c'est pauvre. Oui, c'est très pauvre. Et puis même, tu n'as pas de responsabilité. J'imagine que tu es plutôt en observation. Ça, et puis, alors, là, moi, j'ai eu de la chance, parce que j'en ai eu de la responsabilité, mais c'est pas tant que ça, quoi. Comme tu dis, quand tu recrutes maintenant, enfin, aujourd'hui, alors un CV, c'est bien. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est la façon dont tu vas expliquer ton CV. Moi, je vais te le dire, hein, quand j'ai passé mes entretiens pour ne serait-ce que mon stage, j'avais pas d'expérience professionnelle. 0. Et ça, c'est un blocage. C'est un vrai blocage aujourd'hui. Moi, je vois, quand je passe ces entretiens, tu vois, j'en ai passé 2 la semaine dernière et 1 la semaine d'avant pour recruter une personne. La chose la plus importante, en fait, c'est l'explication de l'expérience. Parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dans un CV. Truquer un CV, enfin, pardon, je ne vais pas dire truquer, mais gonfler un CV, c'est facile. Par contre, demander à une personne qu'elle explique les missions qu'elle a eues, la responsabilisation ou la responsabilité qu'elles ont eues sur les différentes missions qu'elles vont devoir présenter parce que c'est écrit dans leur CV, ça, c'est intéressant. Et je pense que l'alternance te permet ça. Il te permet de fournir, en fait, de récupérer vraiment de l'expérience et de pouvoir en plus la partager. C'est le top. Et comme tu dis, à 25 ans. À 25 ans, tu arrives, ton CV, tu es égayé, mais il n'est pas gonflé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Mais pour moi, c'est comme si tu avais 30 ans, mais en final, tu n'en as que 25. C'est ça. Ça te fait gagner du temps, de l'argent, parce que mine de rien, l'alternance finance tes études. Et je pense que tu peux en témoigner. Le fait de faire une école, c'est un coût. Oui, non, mais et puis même toutes les études longues, même les grandes écoles ont un coût, la fac a un coût aussi. Hein, quand on y va, ça a un coût. Si tu bosses pas à côté, c'est compliqué. Et quitte à bosser à côté de tes études, autant bosser là où tu fais tes études. Enfin, je veux dire, avec développer tes compétences à faire ce que tu apprends. C'est une belle mécanique. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec l'alternance, mais qui va peut-être aider ceux qui nous regardent. Est-ce que tu penses que pour réussir, c'est obligatoire de passer par une grande école? Non. Est-ce que tu penses que toi, ça t'a vraiment aidé? Bon, moi, alors... Parce que moi, j'entends beaucoup de discours. Hein. Je vais te parler de discours, parce que moi, je suis passé par la fac, donc c'est un peu différent. La grande école, un des avantages de la grande école, des grandes écoles, c'est le réseau. Le réseau, c'est, vous le verrez plus tard, mais c'est vital. Entretenir un réseau, développer un réseau, c'est vraiment important, surtout dans le monde professionnel, parce que c'est comme ça que les choses changent et qu'on se crée des opportunités. Les grandes écoles proposent et amènent ça. La fac, c'est un peu différent parce que la fac crée son réseau par les stages, par les choses comme ça, donc il va y avoir de l'interaction, mais voilà. Est-ce que les grandes écoles permettent de réussir et est-ce qu'il faut passer par les grandes écoles pour réussir? Non, absolument pas. Moi, en gros, pourquoi je me suis arrêté au master? Parce qu'en fait, j'ai pu le faire. C'est-à-dire que j'étais capable intellectuellement de continuer à apprendre et j'étais pas lassé de mes études. Quand je suis arrivé en master 2, je commençais à en avoir plein le dos d'apprendre, d'être assis et je voulais bosser. Et donc, c'est ce qui m'a manqué. C'est pour ça que moi, l'alternance aurait été une belle option pour moi, parce que j'aurais aimé bosser avant, j'aurais aimé rentrer dans le monde du travail avant. Et en même temps, j'avais cette espèce d'épée de Damoclès qui s'était bâtie de par mon éducation, où en fait, si t'as pas un bac plus 5, tu vois rien. C'est un biais, c'est lié à mon éducation, c'est comme ça. Et donc, j'ai continué pour ça et je me suis arrêté au master. J'avais pensé potentiellement donner des cours à la fac, faire une thèse et être prof, quoi. Et en fait, j'étais lassé de ça. Je voulais bosser, je voulais me rentrer dans le monde professionnel. Je voulais rentrer dans le monde professionnel privé pour voir vraiment comment ça fonctionnait. J'avais vu un peu la fac, mais la fac, c'est une institution publique, un peu différent. Ça ne marche pas de la même façon. Ça génère du revenu, mais ce n'est pas comme une entreprise privée. Enfin, voilà. Donc ça, je voulais le voir et c'est pour ça que j'ai basculé. Mais non, pour en revenir à ta question, et je le redis encore une fois, la réussite n'est pas liée aux grandes écoles. C'est intéressant que tu le dises. Pour avoir rencontré des gens, j'ai bossé avec des ingénieurs, donc ingénieurs de diplôme. J'ai bossé avec des PhD, donc ceux qui ont des thèses, etc. Donc des gens qui ont passé 8 ans à développer, à
apprendre, faire des projets, etc. Ça dépend tellement de la personnalité, ça dépend tellement de la façon dont on utilise les compétences qu'on a acquis tout au long de notre parcours professionnel ou même scolaire, que en fait, il y a des personnes qui apprennent très vite, tu as pu le dire, il y a des personnes qui apprennent moins vite. T'en as d'autres qui utilisent très bien leurs compétences, d'autres qui sont incapables de sortir d'un bouquin, c'est-à-dire qu'ils ont vu un problème de maths, ils ont réussi à le résoudre, et en fait tu le changes un peu dans la vraie vie, incapable de répondre. Ouais. Ça arrive. Et c'est des gens qui sont obligés d'être accompagnés, alors qu'ils ont qui sortent de grandes écoles, qui sortent de longues études, etc. Donc en fait, ça dépend vraiment de la personnalité, et le cursus est important pour en fait se créer ces opportunités-là et se créer ces expériences. Le plus important, c'est l'expérience. C'est la capacité à en créer et la capacité à utiliser pour évoluer. Moi, après, ça m'a fait penser à quelque chose, hein, c'est le fait moi, ce qui m'a toujours fasciné en France, c'est que ce sont des profs à la fac qui n'ont jamais eu d'expérience professionnelle, hein. Alors en prépa, je sais pas, je peux pas dire, mais à la fac, ce sont des profs qui, généralement, ont fait des études pour être à la fac. Ils n'ont jamais rien connu au monde professionnel, mais ils vont donner des conseils et des façons de réfléchir sur la façon de faire dans la vraie vie. Pas dans la vraie vie, dans le monde professionnel. Et moi, quand je me pose comme ça, je me dis, mais c'est hallucinant, parce que tu n'as jamais travaillé. C'est comme si moi, demain, j'allais avoir un boulanger et je lui dis, OK, il faut que tu fasses ton pain comme ça. Et ça viendra à l'idée de personne. Pourtant, en France, on a un prof qui a fait des études, qui est très bon, qui sait réfléchir, qui sait analyser, etc., mais qui va nous dire comment marche le monde professionnel sans y avoir mis un pied. Mais là, quand je le dis comme ça, c'est ouf. Hein. Alors, la prépa, c'est encore pire. La prépa, c'est des gens qui ont passé une agrég et qui sont devenus profs de prépa. Donc, ils ont passé une agrégation, donc c'est un bac plus 5 à la fac, orienté vraiment éducation. Et ils vont être profs de prépa toute leur vie. À la fac, tu as deux profils. Tu en as qui ont fait sont restés à la fac toute leur vie. Et il y a des... moi, je pense à un prof que j'ai eu, qui est une personne qui s'est lancée dans une start-up. La start-up s'est pété la gueule un certain nombre d'années après. Et il est revenu à la fac pour enseigner. Et ben finalement, c'est ce prof-là qui m'a le mieux préparé au monde professionnel. Parce qu'en fait, il nous a dit autre chose que ce que les bouquins nous disaient. Et c'est la clé du succès. C'est la clé du succès. Tu vois, j'ai un background très, très technologique, très scientifique. J'ai eu la chance que mon entreprise me paye des cours sur une année. Alors, c'était comme une alternance finalement, parce que c'était une sorte un bac plus 4 en management des entreprises. Et je faisais ça en alternance. C'est-à-dire qu'une semaine par mois, j'allais à l'école. C'était une sorte d'alternance. C'était une alternance pour des cadres en poste. Et donc, j'ai fait ça et nos intervenants étaient que des professionnels ou des anciens professionnels, sauf un qui était un prof. T'as vu la différence ? Ah surtout que celui-là, c'était la première année, donc t'imagines, on est tous cadres. Donc j'étais avec des gens qui étaient, j'avais des chefs de ligne chez ArcelorMittal, il y avait des gens qui bossaient chez EDF, des gens qui avaient des labos pharmaceutiques, enfin des gens qui ont le cerveau bien fait, qui bossent déjà. Et cette personne-là, donc qui était un prof, déjà nous a pris de haut très rapidement, donc vraiment instituteur-élève. On l'a dit une fois, deux fois, puis on a dit attention, on est là pour apprendre et pas de problème, vous avez la connaissance, on vient la récupérer. Par contre, on bosse tous, quoi. On n'est pas des novices, on bosse tous. Et c'est pas passé. On a eu une certaine tension, un certain accrochage qui s'est passé pendant toute la journée. Du coup, c'est remonté aux oreilles de notre chef de promo, entre guillemets, qui faisait partie de cet organisme-là d'apprentissage, et qui est venu nous voir en disant, mais il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a expliqué. On s'est dit, on va pas le reprendre. Hein. On en est là. Non, mais parce que, en fait, cette personne-là a pas, comme tu dis, est pas sortie de l'école. C'est terrible. Cette non-adaptation, c'est... ça, on est d'accord. C'est pour ça que, généralement, en alternance, tu as des profs, des intervenants, on appelle ça, qui ont du savoir-faire, de l'expérience et qui donnent des conseils qui sont liés à leur expérience. Donc, c'est toujours plus pratique. Donc, il faut parce qu'à un moment donné, les choses changent tellement vite. Encore plus maintenant sur la méthodologie. On parle de marketing. Sur le marketing, on va dire des études de marché, à la limite, ça change pas de trop. À la limite, la façon dont tu cherches tes sources, etc. Bon. La façon de présenter, ce qu'on appelle du storytelling ou ce que tu as envie de faire passer comme message. Ces méthodes-là, entre les années 90 et maintenant, changent très régulièrement. Les codes couleurs, la façon de faire passer les messages, la façon de se comporter. La posture, le niveau de voix, l'articulation, tout ça, c'est des choses il y a une base qui reste commune, mais il y a énormément d'évolution dans ce métier. Donc, si tu es sorti du monde professionnel et que tu donnes des cours, comment tu te mets à jour ? Comment tu suis cette trend, cette tendance, quoi. Alors après, il y en a qui y arrivent, il y en a qui arrivent très bien, qui arrivent à s'adapter, qui arrivent à se mettre à jour, etc. Mais quand tu as déjà bossé, c'est quand même plus simple, quoi. Bien sûr.
Bah, écoute, on va passer à la partie conseil, hein. C'est ça que j'aime bien. Parce que, voilà, mine de rien, tu as 35 ans. Et tu as pas mal de vécu, pas mal d'expérience. Donc, je pense que même tu as l'air d'avoir fait beaucoup d'introspection. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui étaient à ta place quand tu avais 18, 19, 20 ans, 21 ans, dans la période où tu te posais beaucoup de questions? C'est quoi un petit peu les leçons, enfin pas les leçons, plutôt les conseils que tu aurais aimé entendre à cet âge-là? Et que maintenant, avec le recul, tu te dis c'est évident. Comme tu disais, l'alternance n'était pas quelque chose qui était super développé, moi en tout cas à mon époque, ou alors je ne savais pas. Et en fait, c'est ce qui m'a un peu manqué, c'est que pour moi, il y a deux choses. Il y a ce que tu as envie de faire et comment tu veux y arriver. Ce que tu as envie de faire, le conseil que je pourrais donner, c'est on va pas faire un métier pour toute notre vie. Donc, ce qu'on a envie de faire peut changer, va changer. Donc, ne nous arrêtons pas à il faut que je fasse ça, ou si je veux faire ça, en fait, je suis obligé d'aller dans cette direction-là. Le plus important, c'est de se dire que les choses vont changer. Pendant ce moment-là, on a envie de faire ça, il faut y aller, etc. Pas de problème, il n'y a pas d'idée fixe, ça va évoluer. Comment y aller? Il est important de regarder en fait tout ce qui existe. Moi, je suis passé par la fac, c'est une façon de faire. Je suis passé aussi par une prépa, il y a les écoles de commerce, il y a des instituts, il y a plein de branches différentes pour générer du savoir et l'emmagasiner et aller dans le monde, se préparer au monde professionnel. Il est intéressant, je pense, de faire cette recherche-là pour comprendre en fait quel serait le meilleur modèle pour nous. Parce que peut-être qu'une personne a besoin d'emmagasiner énormément de connaissances pour se dire qu'elle serait légitime à rentrer dans le monde du travail. Ça arrive. Il y a des personnes, des profils qui sont comme ça. Il y a d'autres qui se disent, en fait, moi j'ai envie de bosser, mais en même temps, j'aimerais ne pas arrêter d'apprendre. Ou en tout cas, de ne pas arrêter de recevoir des connaissances via une école ou via un organisme. Voilà, l'alternance a vraiment du sens. Parce que ça permet d'assouvir les deux besoins. Et en même temps, ça permet d'avoir cette flexibilité-là, ça permet de comprendre comment le monde du travail est, ça permet aussi de continuer à emmagasiner de la connaissance. Je pense donc que c'est vraiment important de se poser ces questions-là. Je me rappelle de cette phrase de notre ancienne ministre de l'Éducation sous François Bayrou qui disait on va demander à l'école primaire, aux enfants de l'école primaire de nous dire ce qu'ils veulent faire comme métier. Ouais. Évidemment que ton nombre de métiers entre l'école primaire, le collège, le lycée, les études supérieures, il va changer. Tu n'en sais rien. Et justement, quand on te pose la question, moi on m'a posé la question quand j'étais à l'école, quels sont tes référentiels? Ce sont tes parents, c'est ta famille, ce sont les parents de tes copains. Donc t'es vachement limité. Pourquoi se limiter? Fais ce que tu as envie de faire, va dans la direction où tu veux aller en termes d'éducation. Qu'est-ce que tu as envie de connaître? Qu'est-ce que tu as envie est-ce que tu es passionné par l'histoire? Est-ce que tu es passionné par la physique? Est-ce que le français c'est vraiment quelque chose qui te plaît? Regarde déjà comment tu peux continuer à apprendre ça. Et qu'est-ce que ça peut t'ouvrir? Dans les grandes lignes, va pas chercher un métier vraiment dans une case et c'est cette case-là que je vais avoir. Peut-être que tu vas avoir une passion qui va se créer. Combien de faces? Au contraire, c'est encore mieux, c'est encore plus facile. Mais c'est pas grave si on n'a pas notre métier à 16 ans, si on n'a pas notre métier en tête, c'est pas très grave. Donc selon toi, c'est d'abord apprendre à se connaître pour savoir ce qu'on aime et où est-ce qu'on veut aller, en tout cas plus ou moins dans quel sens on veut aller se diriger, et ensuite faire ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est ça. Ça va être plus simple de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est toujours plus simple de... Oui, bien sûr, ça me tout de suite. On fait une liste, les choses qu'on aime et les choses qu'on n'aime pas. C'est beaucoup plus facile de remplir la liste des choses qu'on n'aime pas parce qu'on sait. C'est un bon exercice à faire. C'est un très bon exercice à faire parce que cette liste-là permet de se connaître encore mieux. Et après, sur l'apprentissage, c'est pas parce que, par exemple, je dis une bêtise, mais on va arrêter... je vais te prendre mon cas, moi, que je connais le mieux. J'ai un parcours scientifique. Une des matières que j'adorais, c'était l'histoire géo. L'histoire géo, c'est l'histoire de l'art, l'histoire de manière globale, la géographie, ça faisait partie des sujets, même la géopolitique, tout comme ça, au lycée que j'adorais. Je suis passé en prépa, plus d'histoire géo. Plus du tout. Et aujourd'hui, c'est un manque, tu vois. C'est parce que en fait le profil a fait que c'est quelque chose que je ne pouvais pas récupérer. Je l'ai fait sur le côté, j'ai continué après pour aller vers un métier, mais c'est vrai que c'est important de se regarder soi, de voir ce qu'on aime. Et pour juste, je rajouterais, mais je pense qu'on va être d'accord sur ça. Pour ceux justement qui ont pas de passion, ça arrive aussi. Oui, qui n'ont pas de passion, pardon. Pour moi, c'est de faire des choses. Faites des choses. C'est comme, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est en faisant des choses que les opportunités viennent à nous. Et c'est pas en attendant que les opportunités viennent à nous. Et en faisant, en essayant, en testant, en parlant à des gens qu'on pensait pas vraiment forcément avec qui avoir un atome crochu ou de voir d'intérêt, et petit à petit, il va y avoir des opportunités. Et petit à petit, en fait, tu vas affiner
ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, et peut-être même te trouver des passions. Complètement. Mais tu ne peux pas ne rien faire et espérer avoir une passion. Ça peut arriver, il y a des gens chez qui ça arrive, c'est vrai. Mais si C'est tu n'as peu, pas de passion, ouais. bah pour moi, il faut essayer. Exactement. Il faut essayer. Exactement. Et puis c'est ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, en essayant, bah, tu vas aussi remplir tes cases de bah, ça, j'aime pas le faire. Tu vois, tu prenais ton exemple quand tu as bossé chez Carrefour. Il y a eu du bien et du moins bien. Mais tu l'as fait. Et donc, du coup, en le faisant, en te lançant, bah, tu t'es rendu compte que bah, toutes ces parties-là, ça, c'était vraiment cool. Ça faisait ça fait partie des choses, bah, j'aimerais continuer ou approfondir. Ça, par contre, Bien sûr. non. Ça me donne une urticaire rien que d'y penser. Ça faisait partie des choses qui me gonflaient quand je bossais sur cette mission-là. Donc oui, en essayant, ça te permet en fait de créer ton expérience, quelle qu'elle soit, bonne ou moins bonne. Et donc oui, la curiosité est importante et aussi en fait, il faut se lancer. Il y a cette curiosité-là et il faut faire, il faut y aller quoi. Faut pas avoir peur. Mais Pas avoir peur. Comme je dis toujours, hein, l'alternance est pas fait pour tout le monde. Comme on disait tout à l'heure, mais pour moi, tout le monde devrait essayer au moins une fois de se lancer. Et après, si t'aimes ou t'aimes pas, au moins t'as essayé. C'est ça. Parce qu'on a beaucoup de gens j'ai beaucoup d'étudiants qui, en fait, ont des a priori. Et je pense que les a priori sont les plus gros tueurs d'ambition. Bien sûr. Bien sûr. D'avoir un a priori, de se dire, ah, mais ça va se passer comme ça, ou ah là là, ça, il y a ça qui m'attend. En fait, on n'en sait rien. Ça, et puis il y a les refus aussi. Parce qu'on sait que des employeurs, il y a certains employeurs qui mettront pas forcément en valeur comme on aimerait qu'on soit mis en valeur en termes de profil. C'est pas un échec. Un refus, c'est pas un échec. C'est juste, c'était pas le bon moment, ça se fera pas avec cette entreprise-là, par exemple. C'est pas grave, on continue. Faut surtout pas s'arrêter au fait que, oui, il y a des refus. Oui, le monde du travail est un monde qui est quand même très différent de l'école. Il faut se battre pour avoir sa place. J'exagère. C'est pas... Mais quand même. Il y a de la compétition, il y a des budgets, il y a des... Bien sûr, il y a de la compétition. Il faut y aller, il faut récupérer sa place, il faut se battre. La ténacité fait partie des qualités. Il ne faut pas abuser non plus, donc il faut trouver un juste milieu. Encore une fois, le stage que j'ai fait en master, j'avais fait une candidature spontanée. Donc en gros, avec mon CV sous le bras et une lettre de motivation, j'étais allé voir l'entreprise, j'ai dit « Est-ce que vous recrutez ?» J'avais passé un entretien, j'avais été recalé parce qu'ils ne me trouvaient pas au niveau. Dans cette entreprise-là. Bon. Et j'avais pas cherché d'autres stages. Moi, je voulais cette entreprise-là. Donc, j'ai attendu, j'ai relancé. Puis finalement, j'ai le directeur technique de cette boîte-là qui m'a rappelé en me disant moi, j'ai eu votre CV, vous m'intéressez, mais sur une autre mission. OK. Qui était encore dans mon scope, hein, mais on s'est rencontrés. Et puis finalement, sur mon CV, vu que j'avais pas d'expérience professionnelle, c'est pas ça qui a matché. C'est juste le fait qu'en fait, on était... donc lui, c'était un ancien grand patron de boîte qui était quasiment à la fin de sa vie professionnelle et qui était entré dans cette petite boîte-là pour vraiment consolider la partie technique. Et en fait, on a discuté sur l'heure d'entretien pendant 3/4 d'heure de sport. Enfin, on s'est rendu compte qu'on avait une même passion, une passion commune pour le sport. Comme quoi, c'est... Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard et en fait, on crée ces opportunités. C'est surtout ça. Complètement. Il y a de la chance, mais quand même, si on n'y met pas un peu du sien, il ne se passera rien. Ouais, complètement. Ça n'arrive pas tout cuit dans le bec. Ceux quand on regarde les gens, on se dit putain, eux, ils ont réussi, ils ont eu de la chance. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais c'est que on ne voit que la face immergée de l'iceberg. Enfin, la face, oui, c'est immergée de l'iceberg. On ne voit pas la face cachée. Complètement. Il y a une certaine jalousie aussi parce qu'on se dit lui il réussit, c'est de la chance, mais en fait on se dit intérieurement en fait putain il a réussi. C'est presque de la jalousie quoi. Il a osé. Il a fait ce que moi j'oserais pas faire. Mais en fait, tu vois, alors moi je pars du principe que bien évidemment tout le monde a toutes choses égales par ailleurs, plus de chances que, par exemple, on va prendre un exemple très simple. Dans ta famille, ils sont tous. Il y a un niveau de capital culturel élevé. Tu as été élevé. Enfin, je pense que tu as manqué de rien. Tu as un grand parcours. Donc, si on se compare à moi, qui viens d'un bac pro plomberie et d'une famille modeste, forcément, tu as plus de chances que moi. Est-ce que ça veut dire que j'ai sur le papier moins de chances de réussir ? Non. Il faut juste que, en fait, comme tout le monde, en fait, c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas. Sur un départ, toi, tu es là, moi, je suis là, et moi, si je veux te rattraper, il faut que je travaille 2 fois plus que toi. Ouais. Voilà, et c'est tout. Mais c'est un pacte. Est-ce que j'ai envie, j'ai la volonté de travailler 2 fois plus pour atteindre le niveau que toi, tu as travaillé 2 fois moins pour l'atteindre? La réponse est oui. Mais après, si tu n'as pas envie, mais c'est comme ça, de toute façon, tu ne peux rien changer. Exactement. Donc, tu vas te plaindre. Exactement. Pourquoi? C'est la vie. Et puis, cette base-là est inégale, c'est vrai. On n'a pas tous le même background, on n'a pas tous la même éducation, etc. Donc, c'est vrai qu'il existe des différences. Par contre, dans le monde du travail,
on est tous égaux. C'est-à-dire que c'est notre compétence, notre capacité de réflexion, d'intégration, de flexibilité qui va nous permettre de faire la différence. Mais à la base, on est tous égaux. C'est comme ça. Après, on peut avoir de l'ambition, on peut avoir envie de faire d'autres choses, etc. Ça, c'est évidemment, ça fait partie de la personnalité. Mais dans le monde du travail, en fait, il y a un contrat. La différence, c'est que à l'école, il n'y a pas de contrat. À l'école, c'est vous venez et on vous éduque. Dans le monde professionnel, il y a un contrat. C'est-à-dire que c'est pas c'est un commun accord avec une entreprise, entre un employé et une entreprise, de dire tu me payes tant et moi je te fournis tant de travail. Donc il y a un pied d'égalité qui se crée. Il faut en être conscient, c'est-à-dire que quand les gens te disent, après bon ça c'est quand vous serez dans le monde professionnel et que vous discuterez de vos salaires, quand les gens te disent mais t'es déjà assez bien payé, ça veut rien dire. C'est un contrat. C'est-à-dire que en fait l'entreprise me donne de l'argent pour que je lui fournisse un travail. Bien sûr. Donc si mon travail doit augmenter, complexifier, prendre plusieurs responsabilités, l'argent doit lever. C'est une balance. Donc bien sûr. Quand on arrive dans le monde du travail, on est tous à la même enseigne. On est sur une balance avec un niveau de salaire et donc un niveau de compétence, et il doit s'égaler. Et on est tous pareils. Après, les balances sont un peu différentes, les salaires sont différents, les responsabilités sont différentes, mais en fait, on accumule les expériences, c'est tout. Et c'est comme ça que une personne qui sort d'une alternance, donc avec de l'expérience, en fait, elle pèse plus lourd, parce qu'elle a cette expérience-là, et donc ça se rémunère. Et donc c'est comme ça que l'entreprise crée un équilibre en valorisant cette expérience-là. Intéressant. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ton parcours. Qu'est-ce que Mathieu a à nous dire sur son parcours et qu'est-ce qu'il y a derrière que personne ne sait. Peut-être du travail. Moi, à première vue, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de remises en question. Je le sens comme ça. Il y a beaucoup de claques. Moi, je dirais vraiment que ce qui a forgé la personne que je suis aujourd'hui, ce sont les claques. La première claque que j'ai prise, qui m'a orienté sur mes études, c'est à l'époque, en première, donc j'étais en première scientifique, on avait ce qu'on appelait le TIPE. Donc c'était un travail personnel qui durait 6 mois, où on développait un sujet, et ça faisait partie des épreuves qu'on passait en première au bac. Donc moi j'ai passé mon bac de français, écrit oral, et j'avais cet exercice-là où en fait on faisait une espèce de... C'est un exposé en gros sur un sujet qu'on présentait à l'oral aussi à des professeurs. Moi à l'époque j'avais travaillé sur un sujet qui était... c'était des microscopes optiques pour la microélectronique, donc deux particuliers, donc à force atomique et à effet tunnel. Donc c'est deux microscopes qui utilisent des techniques microélectroniques justement pour faire des mesures très précises. Et en fait, on est tombé sur deux profs qui, donc un de maths, un de physique, qui ne comprenaient pas ce que c'était. Et donc ils nous avaient un peu dénigré en disant, en fait, vous maîtrisez pas votre sujet. Ça m'avait mis en colère parce qu'on avait passé 6 mois, on avait interviewé des personnes qui en avaient, etc. Donc dans des entreprises, on s'était donné en première, 15, 16 ans. 17 peut-être. Et là, j'ai été vachement déçu. J'avais dit, tu sais quoi, je vais faire des études là-dedans et je vais devenir bon là-dedans. Vraiment pour dire, si je la recroise un jour, je lui expliquerai qu'en fait, c'est elle qui est nulle. Donc du coup, je suis parti en prépa et l'idée, c'était vraiment de faire de la physique quantique. Et pareil, en prépa, tu prends des claques et tout ça. Et je me dis, c'est pas grave, j'ai un cap, c'est celui-là que je veux faire. J'atteins pas l'école que je veux et je me dis, c'est pas grave, je vais aller à la fac. J'ai pas envie de perdre une année, je vais à la fac. Je vais à la fac et là, donc pareil, égo surdimensionné. Je prends ma claque, ma claque qui me dit, en fait, si tu bosses pas, t'avanceras pas, quoi. Donc là, pareil, remise en question, et puis du coup, je finis ma licence bien comme il faut, je rentre en master, et pareil, donc je finis mon master, je commence à maîtriser mon sujet, je fais une demande pour un stage, pareil, une claque, refusée parce que ça allait pas. Et en fait, toute ma progression, en tout cas jusqu'au monde professionnel, c'est faite de claques et de réactions à ces claques-là. Et quand je suis rentré ensuite dans le monde professionnel, je me suis mis énormément de pression, j'ai essayé d'être le meilleur, donc c'est vraiment ce besoin d'exceller dans tout. Et à un moment donné, en fait, j'ai mon corps qui m'a dit stop. Donc quand j'étais en expat en Asie, un matin, je me suis réveillé, mon réveil sonne, impossible de l'éteindre. En fait, je m'étais bloqué le dos, mais du milieu du crâne au milieu de la cuisse. Je pouvais plus bouger. Mon corps, en fait, avait lâché. Il avait décompensé. J'étais tout courbaturé de stress, de pas écouter mon corps, de pas écouter mon esprit. Et en fait, j'étais complètement... Mon corps disait stop, quoi. J'avais atteint le rupteur. Et là, je me suis dit, encore une claque, mais là, cette fois-ci, une claque physique, vraiment, une claque qui te couche, parce que je n'ai pas réussi à éteindre mon réveil, donc c'est vraiment... Et là, je me suis dit, maintenant, il va falloir s'étudier soi pour comprendre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mis paire d'années à comprendre en fait d'où ça venait, pourquoi, mes sauts d'humeur.
quand on me mettait en question, mon stress, la capacité quand je me couche à ne pas penser au travail, à mettre en place des exercices de respiration, à me calmer, à utiliser le sport comme échappatoire, gros échappatoire. Dans ma relation, éviter de penser pour l'autre, être capable de penser par moi-même, et si j'étais capable de penser par moi-même, être capable de le dire, ce que je ressentais, ce que je vivais, comment j'interagis aujourd'hui avec ma chérie, comment on envisage les choses. Un truc bête, mais le fait de se connaître bien, ça permet aussi de se dire quand ça va pas. Par exemple, il y a des jours, et avec ma chérie, ça marche très bien, on se dit, là aujourd'hui, j'ai pas envie de te voir. Tu m'agaces, j'ai pas envie de te parler. Mais on se le dit. Mais moi, c'est communiquer. C'est communiquer. La première fois, tu es un peu surpris, ça te vexe un peu, mais en même temps, au moins, tu sais à quoi t'attendre. Et c'est vachement plus simple après pour avancer. Donc, mon parcours s'est créé c'est parsemé de claques, et c'est la réponse à la claque qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Et j'en suis vraiment content parce que quand on parle d'alignement chez les gens, l'alignement entre son esprit, son corps et sa façon de penser, c'est vital. C'est vital parce que il y a que comme ça qu'on est capable de s'adapter aux autres. Et je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience. Toutes ces claques-là m'ont permis d'arriver à ça. Et aujourd'hui, je peux dire, et j'en suis assez fier et content, c'est que je suis aligné et donc je suis capable aussi d'avoir énormément d'empathie et de comprendre les autres. C'est prétentieux de dire ça, mais je pense avoir la possibilité de me mettre à la place des autres maintenant. Alors qu'avant, je pouvais pas. Ou j'avais un biais. Je pensais à leur place. Non, maintenant, je suis capable de comprendre, je suis capable d'écouter et de comprendre ce qu'ils vivent. Donc, je pense que c'est une belle étape de vie parce que si on veut, on vit, on est entouré de gens. On est tous différents, autant en perso que dans le pro. Si on n'est pas capable de se mettre à la place des autres, la vie est compliquée. La vie est compliquée. Ok. Et dernière petite question. Yes. Quel message, là, tu donnerais à ceux qui nous regardent et qui savent pas trop, sont un peu perdus? Qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil à ce niveau-là pour préparer peut-être au mieux les études supérieures ou même dans leur projection? Soyez curieux. Soyez curieux parce que c'est la curiosité qui vous permettra d'avoir un premier panel de choses qui peuvent se passer dans la vie. Être curieux avec les gens proches, mais aussi curieux de différents métiers. Et sachez que techniquement, il n'y a pas de limite. La seule limite qu'on peut se donner, c'est le temps. Comme tu disais, à cet âge-là, donc entre le bac et honnêtement, même 30 ans, parce que même maintenant, je considère que j'ai du temps, les contraintes sont quasiment absentes à ce moment-là. Donc, essayez. Le voyage est une très belle source d'apprentissage, autant perso qu'en professionnel. Essayez, soyez curieux, prenez les informations qui vous viennent aussi. Alors oui, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est important que vous ayez accès à toutes ces informations-là parce que il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a énormément de pépites, il y a énormément de corps de métiers différents. C'est vrai, il y a autant de métiers que de personnes. Donc, évidemment que vous allez être perdu, mais avec votre liste en fait de choses que vous aimez et de choses que vous aimez pas, ça permet déjà d'élaguer un peu ce qu'on n'a pas envie ou ce qu'on a envie de faire. Et avec cette liste-là sur vous, allez voir ce qui se passe. Allez voir, posez-vous les questions des différents métiers qui existent, des différentes filières, des différents types d'apprentissage, des différentes choses qu'on a envie d'apprendre. Allez-y, il y a 1000 choses à faire. Encore une fois, le métier ne dure pas toute la vie. Donc vous pourrez, moi en tout cas, c'est ce que j'aimerais faire, c'est avoir plusieurs métiers différents dans ma vie. Une chose que j'adore, par exemple, c'est l'histoire de l'art. Être professeur d'histoire de l'art, peut-être à 50 ans, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, bien sûr. On peut le faire. On peut le faire. Donc, le métier que vous allez faire sur les premières années après le bac ou après les études supérieures durera un temps. Plein d'autres choix après. Il n'y aura pas d'erreur. C'est pas parce que vous avez fait un choix sur l'orientation de vos études pour un métier que vous ne pourrez pas en faire un autre plus tard. Très clair. Écoute, merci beaucoup pour ce partage, très inspirant. On sent Merci beaucoup de sagesse. On sent beaucoup de sagesse. Partage d'expérience surtout. Non, mais on sent la maturité, le recul pris. J'aurais aimé t'interviewer même à tes 22 ans, tiens, pour faire un comparatif. Ça aurait été un exercice différent. C'était très drôle. Mais écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis sûr qu'il y en a plein d'étudiants qui vont se reconnaître en toi. En tout cas, c'est l'objectif. Ouais, ou surtout qui se posent ces questions-là. J'espère que de par notre discussion, ils pourront ne pas se mettre de barrières ou s'enlever les barrières qu'ils potentiellement auraient dès à présent, quoi. Non, clairement, que ce soit les barrières familiales, exactement, sociales ou... les biais. Il y a énormément de biais, que ce soit par... on l'a dit, on les a nommés. Les parents, la famille, le cercle proche, l'éducation, le système éducatif. On a pas mal dégrossi, je pense qu'on a donné pas mal de clés. En tout cas, merci, c'était un grand plaisir. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Prends soin de toi. Toi aussi.